Bonjour à tous, c'est Anne d'Infort Santé pour le podcast Parlons Psy. Après une première partie consacrée aux conduites addictives chez les jeunes, retrouvez la deuxième partie de notre échange avec David Sultan. Au fil de cette conversation, il nous partage son expérience de terrain, son regard de psychologue clinicien et des pistes de réflexion concrètes pour mieux comprendre et accompagner les jeunes confrontés aux addictions. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a marqué dans cet épisode. Toujours dans ce respect de l'éthique, est-ce que vous avez envie de nous partager en fait des expériences donc avec ces jeunes? Est-ce qu'il y a un cas ou plusieurs dont vous avez envie de nous parler? La première chose qui me vient comme ça, alors je sais pas si ça répond, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait, interpellé. Alors c'est peut-être oui, d'ailleurs pratiquement les 2 premiers patients que j'ai eus. Il y en avait un qui était atteint de ce qu'on appelle maintenant des troubles bipolaires. À l'époque, ça s'appelait, la psychose maniaco-dépressive, ce qui est, une manière peut-être un peu différente de voir la maladie. Et c'était un jeune qui avait, à peine, oui, 17-18 ans. Alors moi, j'en avais 24-25, donc il n'y avait pas un très grand écart d'âge. Et donc il avait décompensé sur ce mode-là suite à une consommation d'ecstasy. Et donc j'arrive, c'était la première semaine, en hôpital de jour, donc adulte. Donc voilà, cette confrontation à la psychose. Et une des spécificités, enfin, de ces patients lorsqu'ils flambent, c'est qu'ils arrivent à être très pertinents. Ils arrivent vraiment à percevoir quelque chose chez l'autre que nous, on n'a pas encore perçu, très souvent. Et donc, il est arrivé dans la salle, il était, euphorique, il sautait partout et il est arrivé droit vers moi. Il m'a dit: «Tu es qui toi?» Donc, je lui ai dit: «Bah, je m'appelle David, je suis stagiaire, psychologue». Et il me regarde droit dans les yeux et il me fait: «Ouais, j'ai fait un rêve», avec un grand sourire. «Je sais pas si tu peux m'expliquer». Sauf que là, je sais pas si je peux vous le raconter maintenant, parce que c'est très violent. Vous savez, moi, Vous êtes sûr? Infor Santé, on fait beaucoup de formations Je sais pas si sur ça des va sujets pouvoir, parfois durs. Off. donc je dis comme ça et il me dit comme ça, avec un grand sourire, il me dit: «J'ai rêvé que je prenais un bébé, que je le déshabillais et que je le». Ah oui, en effet. Voilà. Et il m'a séché sur place. Et c'est ce qu'il cherchait, en fait. Je sais même pas si ce rêve, il l'a fait vraiment, mais quand il a vu la tête que j'ai fait et que je me suis, décomposé, il a éclaté de rire et il est parti avec son pote, en lui tapant dans l'épaule, quoi. Et moi, D'accord. il m'a laissé sidéré, rester avec, cette image que j'essayais de pas voir justement, quoi. Enfin, voilà, on arrive comme ça, c'est la première expérience. C'est un jeune qui se présente plutôt bien, il a le sourire, il est plutôt avenant, enfin, c'est plutôt gratifiant pour un psy. Enfin, il y a un patient qui vient me parler, il va me parler de ses problèmes et là, tac, il vous coupe les jambes, quoi. Et comment vous avez réagi? Comment vous avez géré? J'ai rien, j'ai pas réagi, j'ai pas géré. Faut Il laisser est faire? parti, voilà, en rigolant et moi je suis resté, avec ces images dans la tête là, complètement. Mais Que c'est j'ai aussi maintenant, bon bah, bah, maintenant voilà, enfin, j'arrive à en parler maintenant et j'ai un peu de recul parce que, oui. je sais pas si c'était un fantasme ou pas qui l'a traversé, si c'était un rêve, mais j'ai bien compris que ce qu'il voulait, c'était en fait me attaquer mes processus de pensée. C'était une manière de me rentrer dedans, en fait. Oui, forcément par quelque chose d'extrêmement choquant qui va au-delà Exactement, de tout ce qu'on peut penser, c'est tout ce qu'on c'est ne le veut pas tabou penser, en fait. ultime avec, la mort. Je pense que on se Exactement. rapproche des 2, oui. C'est en fait, il me tue psychiquement, enfin, il m'attaque psychiquement, hein. C'est-à-dire que là, de Oui, tout c'est pas je oui. suis mort, en fait, hein. On peut le prendre aussi comme ça, à un moment. C'est-à-dire que là, tout à coup, je suis plus psy, je suis plus rien. Je suis confronté à l'innommable, en fait. Hein, et il est là le paradoxe, en fait. C'est il me raconte ça en rigolant. Vous voyez? Et c'est une double, enfin, il me met dans un paradoxe, en fait. Et c'est d'autant plus déstabilisant. C'est pas dans un contexte, dans un cabinet, on est tête à tête, voilà, il y a quelque chose qui l'attaque et cetera. Il veut m'en parler, auquel cas je vais essayer de l'accueillir et puis je vais essayer d'en faire quelque chose. Là, c'est extrêmement réfractaire, en fait. Ce que je peux comprendre, Mmh. tout à fait. Mmh.
Donc ça, c'est une situation qui m'a beaucoup interpellé de par le contenu et puis aussi par rapport au fait que j'étais, assez jeune et ça m'a aussi amené à mesurer un peu plus, enfin, le danger de la consommation de toxiques et notamment, ouais, ces extasies qui à l'époque, en tout cas, étaient beaucoup consommées par les jeunes. Je pense que c'est encore le cas maintenant, hein, mais que ça a pris, peut-être d'autres formes et que le danger, il n'était pas que au moment de la consommation, mais qui pouvait amener à une décompensation et ça a été pareil après avec, un autre jeune, alors là, c'est beaucoup, plus soft, mais c'était un jeune qui était plutôt bien équilibré, enfin, en tout cas de ce que j'avais entendu de son histoire. Bon, qui avait, une histoire familiale un peu complexe, mais pas plus que ça et qui avait aussi décompensé, suite à une consommation de marijuana. Enfin, il avait juste fumé un joint une fois et ça l'a amené à un état dépressif extrêmement avancé et si bien que du jour au lendemain, enfin, il est resté, allongé, enfermé, il voulait plus sortir de chez lui et qu'il a fallu l'hospitaliser ensuite. Mmh. Encore une fois, je pense que c'est, voilà, c'est des drogues, ça a des effets dangereux, mais, encore plus chez certains jeunes qui ont une certaine fragilité et Mmh. l'adolescence est une période assez complexe, hein, parce que les jeunes se changent de structure, enfin, en tout cas, ils passent par des stades, par la crise d'adolescence. Donc il y a une remise en question vraiment de tout leur monde interne et dans cette période-là, ben et qui est aussi justement, la période où on va essayer un petit peu tout on va s'essayer à tous les interdits. Mais il y en a qui passent ces étapes assez facilement, il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et ça aussi, alors c'est peut-être une des spécificités, des, consommations, enfin en tout cas de l'addiction à l'adolescence, heu, c'est que justement on va chercher à se mesurer à l'interdit, si je peux dire. En tout cas, on va tester ses limites et c'est là où on voit une distinction entre, ceux qui ont eu un bon étayage et ceux qui l'ont un peu moins. Ça veut dire que les 2 vont s'essayer, mais celui qui a une certaine fragilité, lui, il va s'enfermer dans des relations d'addiction, enfin, en tout cas, alors que l'autre, ça va être qu'un passage. Peut-être que c'est important aussi de faire, la distinction entre, addiction et dépendance. Eh ben, dites-nous pour nos auditeurs. Alors, de, ma manière de voir les choses, alors comment peut-être l'expliquer? Enfin, je pense qu'on va s'inscrire moi je trouve que c'est plus intéressant de parler de personnalité dépendante et que dans ce fonctionnement ou dans ce type de relation de dépendance et ben, certains vont s'accrocher à un produit et d'autres vont déplacer cette dépendance sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et quand on met le terme d'addiction en avant, finalement, on pense au produit. Alors que, encore une fois, le problème n'est pas tellement le produit, c'est le mode de consommation ou c'est la consommation, hein. Et certains peuvent avoir, comme avec l'alcool, des consommations récréatives et d'autres ont des relations d'addiction et de dépendance avec le produit. Et c'est pour ça que moi je préfère, en tout cas quand je travaille avec un jeune, bien sûr que je vais travailler sur la relation qu'il a avec le produit, mais j'oublie pas en arrière-fond que, finalement, il est dans une relation de dépendance. Le produit est un symptôme d'un mal-être, plus profond. Exactement. D'un mode relationnel plus profond, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Merci d'avoir fait cette, distinction. Je voulais vous poser la question vous m'avez évoqué donc ces 2 cas. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui, à l'âge que vous avez, dans votre métier? Bon, on va revenir au conte Tout à fait. et moi j'ai découvert, enfin, dans mon enfance, j'ai eu le droit à ce qu'on me raconte des histoires, enfin, ça m'a vraiment ça m'a vraiment nourri, et puis quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu que ça pouvait être aussi un outil, qu'on pouvait s'en servir comme médiation thérapeutique. Mmh. Donc je me suis lancé dans cette pratique-là, heu
je trouvais que c'était une véritable richesse, que ça avait vraiment des effets sur ces enfants, ces ados, ces adultes, et si bien qu'on a créé une action qui s'appelle, Contact, où on réunit, des c'est un collectif de soignants qui se réunit autour du travail qu'ils effectuent autour du compte. Et l'idée de cette action, c'est vraiment, l'utilisation la promotion, on va dire, ou l'utilisation de promouvoir l'utilisation des comptes en milieu soignant, mais aussi éducatif, en tout cas dans différents lieux. Et je me dis: «Si j'ai pu amener un parent, un soignant à raconter à un moment une histoire à un enfant, pour moi, c'est gagné». On se on peut d'ailleurs le mettre en parallèle avec les portables et avec, ce qu'on disait autour des addictions aux écrans. Et de l'imagination aussi. Exactement, c'est-à-dire que les écrans viennent tuer l'imagination, viennent empêcher la capacité de penser, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est l'inverse de la relation qu'on a avec, qui peut se passer à travers quelqu'un qui raconte à quelqu'un qui écoute. Où là, on vient restaurer quelque chose de la relation. Et le matériel qu'on retrouve avec les contes est d'une richesse qui va permettre à l'enfant d'accéder à ou des processus de pensée, de développer justement, toute sa pensée par le contenu symbolique qu'on retrouve dans les contes. J'ai une question un peu philosophique. Mmh. Les contes qui ont traversé les âges finalement et qui sont arrivés jusqu'à nous. Finalement, un peu comme le livre en tant qu'objet est symbolique. Est-ce que vous pensez que le conte peut disparaître ou que c'est vraiment quelque chose qui va perdurer comme il l'a finalement vécu toutes ces années? Est-ce qu'il est en voie de disparition ou justement on pourra le retrouver dans le futur? Moi, je pense qu'on le retrouvera tout le temps et que, Comme le livre comme finalement. le livre. Le livre n'est jamais mort. Alors, et d'ailleurs, peut-être même encore plus que le livre, hein, parce que le livre, c'est quelque chose de matériel qui va disparaître et d'ailleurs, le livre, il est remplacé par les écrans. Maintenant, on lit des livres sur les écrans quand même. Bon, après tout, pourquoi pas, hein? Moi non, mais Voilà, et il y a de moins en moins de monde dans les bibliothèques. Je pense que le livre va perdurer, mais le conte encore plus. Ça s'inscrit dans une dimension orale. Donc quelque part, on peut pas le détruire. Ça vient de tellement loin et ça a traversé toutes les censures, le conte, que finalement, je pense que c'est un outil, enfin, c'est quelque chose qui restera, quel que soit le temps qui passe et les lieux. Et d'ailleurs, ces dernières années, on parle du renouveau du conte, hein, alors peut-être que, voilà, si on ne traîne pas trop dans ce milieu-là, on ne se rend pas compte à quel point maintenant ça revient un petit peu au goût du jour. Il y a de plus en plus de conteurs, on va compter de plus en plus de plus en plus d'endroits. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se développe par rapport à justement une trentaine, une quarantaine d'années où là, il y avait quelque chose où ça prenait des formes différentes. Alors effectivement, on compte plus de la même manière, on compte plus dans les mêmes endroits. Avant, c'était pendant les veillées, dans les campagnes, ou dans certains villages, au pied de l'arbre. Bon, maintenant, c'est un peu moins dans ces endroits-là, mais il y a plein d'endroits où on peut voir vraiment des très, très bons conteurs à Paris, en France, au Québec, enfin dans plein de pays. Ça revient un petit peu au goût du jour. c'est vrai que c'est un sujet très très vaste et on en parlait tout à l'heure en off. On pourrait faire un épisode entier dessus. Et on pourrait, nourrir un épisode sans problème, Et vous reviendrez nous en parler. avec grand plaisir. Je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous, et vous l'avez déjà un peu évoqué, les qualités, les compétences en fait nécessaires pour accompagner des jeunes, addiction ou pas? Je pense que pour aider quelqu'un, il faut surtout bien l'écouter et à partir de là, on a déjà fait une grande partie du travail. Ce que demandent nos patients, c'est à être écoutés, c'est à être entendus, c'est à être accueillis, en fait. Alors, on les accueille dans un cadre, dans un bureau, mais on les accueille aussi à l'intérieur de soi et pour les accueillir à l'intérieur de soi, il faut ouvrir cet espace d'accueil et cet espace d'accueil, elle passe par l'écoute. À un autre niveau, cette écoute, elle implique aussi un silence, Mmh. hein, un silence intérieur. Ça veut dire qu'il faut être assez tranquille avec soi-même pour pouvoir écouter ce que l'autre va nous amener.
C'est exactement quand on parle de l'expérience avec le jeune tout à l'heure, il a bien vu que, j'étais, encore, jeune, que j'étais stagiaire et que j'avais pas la capacité de pouvoir accueillir ce qu'il allait me dire. Oui et donc à partir du moment où, voilà, on arrive à être encore une fois assez tranquille pour écouter l'autre, on a déjà fait une grande partie du travail. Je me répète peut-être. Non, mais ça m'intéresse et il est venu vous chercher, là où vous ne vous y attendiez pas, excusez-moi, Ouais, pas de difficulté. exactement. J'étais C'est ce pas que vous prêt à disiez, écouter. tout à C'est-à-dire l'heure. que j'étais pas dans mon cas, j'étais pas dans mon bureau, enfin j'étais pas voilà, j'étais pas prêt. C'est aussi ça qui est important. On parle beaucoup du cadre, du dispositif, c'est la partie essentielle. Écouter quelqu'un dans la rue, c'est pas pareil que l'écouter dans un bureau, Mmh. dans une relation thérapeutique. Déjà, on va se préparer, il y a un cadre, ça va donner une certaine importance à la parole de l'autre. Et d'ailleurs, si vous aviez, un conseil à donner à quelqu'un qui démarre dans la profession, est-ce que ça serait celui-là? Ou est-ce que vous en avez d'autres? Donc je pense que ce serait celui-là. Moi, c'est celui qu'on m'a donné, en fait. Quand j'ai commencé dans ce travail, alors j'étais encore à l'université, puis j'avais connu un enseignant qui vraiment, ça me plaisait beaucoup sa manière d'intervenir et à l'époque, j'avais fait plein de stages, donc tout m'intéressait en fait, mais je voyais bien qu'il me manquait quelque chose, qu'il y avait, que j'étais dans un état où je sentais pas que j'allais être thérapeutique pour ces patients en fait et j'allais dans tous les sens. Et puis je lui ai demandé un entretien, il m'a reçu chez lui et je lui ai dit: «Mais, qu'est-ce que je fais en fait? C'est quoi mon travail? Qu'est-ce que je fais dans un groupe? Qu'est-ce que je fais dans une relation individuelle?» Je cherchais vraiment, une ligne directrice, hein et il a pris beaucoup de temps avant de me répondre, enfin, il est resté très silencieux et il m'a dit cette phrase, enfin, toute simple, il m'a dit: «Pour être thérapeutique, il faut bien écouter» et je suis resté avec ces 2 mots, toute ma carrière et effectivement, ça m'a toujours servi. À chaque fois que j'ai voulu parler, à chaque fois que j'ai souhaité enfin, que j'allais intervenir, je me suis rappelé cette phrase, j'ai continué cette posture, cette position d'écoute et c'est presque magique, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous retenez de parler, que tout à coup, vous laissez cette place, cet espace et ben, le patient va petit à petit dire des choses qu'il n'aurait pas dit si vous aviez parlé, si vous étiez intervenu. Donc plus vous écoutez et plus l'autre ouvre des portes. Enfin, nous, on dit que le silence ouvre la porte de l'inconscient et c'est très juste en fait, hein. C'est que moins vous parlez et plus l'autre a de la place. Donc ça, je trouve que c'est essentiel dans notre travail. Et donc il faut apprendre à accepter le silence. Mmh. C'est une conversation que nous avons eue, d'ailleurs tout à l'heure Mais au-delà et de qu'il peut être pesant, mais qu'il oui, faut apprendre à l'accepter. et au-delà de l'accepter, parce que l'accepter, c'est déjà presque une lutte en fait. Je pense qu'il faut plutôt l'habiter le silence, hein. C'est pas quelque chose de faux qu'on va plaquer comme ça et d'ailleurs, dans un premier temps, c'était comme ça que je m'en servais. C'était presque une défense. Je comptais les secondes dans ma tête, vous voyez? Et c'était un faux silence en fait. À partir du moment où on est dans le silence, on habite le silence, ça devient quelque chose de naturel et là l'autre le ressent et puis il voit qu'il peut se confier. Qu'est-ce que si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez à la psychiatrie aujourd'hui? Qu'est-ce que je changerais? Beaucoup de choses. On peut commencer par le plus évident. Mmh. Après, faut peut-être déjà partir d'un constat, alors qui est peut-être un peu tragique, hein, mais c'est que la psychiatrie va de plus en plus mal. Pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé, à travailler en CNP, on avait, 2 semaines, 1 mois de liste d'attente. Maintenant, on est sur 1 an et demi, 2 ans. Donc je ne sais pas si vous voyez, l'écart, Si. hein. Ça veut dire que vous arrivez avec un problème, un TSA, avec, un enfant qui a des difficultés scolaires, qui n'arrive pas à tenir en classe ou qui peut avoir même, subir des choses, au sein de sa famille, enfin qui est en danger, hein et ça, on ne le sait pas tout de suite. Et ben, quand quelqu'un vient et qui nous fait une demande d'entretien, on lui dit: «Bah oui, revenez dans 1 an et demi, 2 ans. On vous met sur la liste d'attente» et là, il y a une véritable violence. Oui
Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, pour nous en tant que soignants, hein. Ça veut dire que là, bah, c'est soit on s'occupe des patients dont on peut s'occuper, soit on fait de la quantité. Mais si on fait de la quantité, on fait pas de qualité. Donc on est pris comme ça dans toute cette souffrance qu'on voit, qui nous arrive et par rapport auquel on peut rien faire. Donc si j'avais déjà peut-être une baguette magique, ce serait de donner plus de moyens. Mais voilà, ça c'est vraiment une baguette magique, c'est assez utopique parce qu'on n'en est pas là du tout et que justement la demande a largement fait exploser l'offre. Et donc il y aurait déjà quelque chose autour de ces moyens qu'on qu'on n'a pas forcément. Et puis, alors là, bon, peut-être me mettre un peu des gens à dos, hein, mais là, le courant qui est un peu, heu, qui qui est un peu représenté et qui est un peu attendu, c'est le courant neuropsy en ce moment. Alors pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est, un courant très intéressant, mais on a l'impression que ces dernières années, une tentative d'annuler justement, tout ce travail, psychanalytique. Alors, voilà, je suis pas un porte-drapeau, enfin, c'est pas un étendard pour moi, mais, on a une pratique qui est, qui est très proche du patient où vraiment on va essayer d'accueillir le patient dans sa singularité et ça, je trouve que c'est en train de se perdre de plus en plus. En tout cas, c'est attaqué et donc quelque part, c'est comme si l'un devait, venir annuler l'autre. Ce que je trouve extrêmement dommage, parce que je pense que pour pouvoir, aider au maximum ses patients, faut plusieurs approches. Enfin, les 2 s'annulent pas complètement. Enfin, les 2, et je parle de toutes les approches qui sont en vigueur et je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble, en tout cas. Oui, les 2 peuvent coexister. Exactement et se compléter même. Mmh. Nous, on Il a faut fait un juste peu s'écouter et ça, on en exactement, revient à ce qu'on disait tout à mmh, l'heure. exactement, il faut Il faut laisser s'écouter, de il faut l'espace. s'accepter, il faut laisser l'espace. Nous, ça s'est retrouvé un petit peu, dans le CMP dans lequel j'interviens où justement, il y a eu toute une période où, on a dû, entre guillemets, accueillir des neuropsys. Alors tout de suite, voilà, nous qui étions un petit peu dans ce courant psychanalytique, tout de suite, ça nous a un petit peu braqué. Et puis avec le recul et puis, grâce aussi à l'étayage des anciens, ils nous ont dit: «Mais, après tout, ça peut se compléter et puis au-delà d'un neuropsy, il y a une personne derrière. Il y a un soignant, hein et cette personne, bah, elle utilise cet outil, mais c'est déjà un soignant». Donc c'est de voir comment entre soignants, on peut, s'aider, se collaborer pour pouvoir accompagner ces patients et finalement ça s'est très bien passé. Heu, on se complète en fait. Il faudrait arriver à ça, si j'avais une baguette magique. C'était la question. Voilà. David Sultan, on va passer, à un autre, volet, en fait, de notre podcast, qui est la minute questions-réponses. Je vais vous poser des questions, rapides et vous pouvez me répondre de manière rapide en 1 mot, 2 mots, 3 mots, une phrase, comme vous le souhaitez. S'il y avait un seul mot qui définissait votre métier, lequel serait-il? Bon, je vais répéter le même. Écoute. C'est un mot, c'est parfait. Vous avez validé le le cahier des charges. Est-ce que vous avez un rituel avant une journée difficile? J'essaye vraiment de prendre du temps pour moi. Je pense que, c'est moi l'outil, qui va servir, aux soins, donc il faut que je sois dans une certaine disponibilité psychique. Donc, avant que je commence, je suis aussi un diesel, je commence tout doucement, donc j'essaye de prendre le temps d'organiser mon bureau, enfin mon lieu de travail, de boire un thé, enfin d'être, tranquille, dans mon corps, dans ma tête, pour après pouvoir accueillir, les patients. Alors c'est assez compliqué parce que je suis toujours en retard, donc il faut que dans le retard, j'arrive à prendre un temps pour moi. Prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. L'histoire du masque, à oxygène dans l'avion. Voilà, ça rejoint ça. Et est-ce que vous avez un rituel après une journée difficile? J'adore marcher. Qui Donc est prendre du temps pour soi également. voilà. Mais en tout cas, alors c'est prendre du temps pour soi différemment. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la tête bien remplie, bah, je me la vide en marchant n'importe où, hein et
En général, il y a le métro à côté. Je ne prends pas le métro avant 5 ou 6 stations que je fais à pied. Et là, ça me permet vraiment voilà, d'évacuer un petit peu cette toxicité que j'ai pu recevoir au fur et à mesure de la journée. Et puis, ça permet vraiment de prendre une distance. C'est quelque chose que j'ai fait pratiquement depuis le début. Ça s'est trouvé un peu comme ça. Des fois, j'arrivais chez moi et j'étais rempli voilà, d'émotions, d'affects, enfin, de choses qui se bousculaient à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à faire 1 ou 2 tours du pâté de maison avant de rentrer. Et puis j'ai Puis dit un jour, vous avez acheté les chaussures de trail voilà, et puis je me suis dit: «On va tout droit» et puis et vous êtes arrivé en Normandie. Donc des fois pas loin, hein, mais des fois je pars parce que j'atterris toujours à Saint-Lazare, en fait, et oui. donc je rentre pratiquement de Saint-Lazare jusqu'à Montparnasse à pied, sans aucun effort, et c'est Ah, ça fait vraiment une petite trotte. ouais, mais on le sent pas passer, en fait, donc c'est Et oui. Alors, pour nos auditeurs non parisiens, c'est loin. Voilà, je préfère voilà, vous le peut-être c'est dire. important de C'est une trotte. Prenez des bonnes chaussures. Nous n'avons pas de sponsor chaussures. Voilà. Quelle est la phrase que vous répétez le plus dans votre travail? oui, enfin, celle qui me vient comme ça, c'est laisser la parole émerger comme elle vient. Et si vous étiez un super-héros, lequel serait-il? Comme ça, hein, mais bon, c'est peut-être une déformation, puis c'est un des seuls que alors c'est pas un super-héros, mais l'homme invisible plaît bien, quoi. Ah, vous aimez, ce côté, en fait, observateur? Ouais, sans être Mais vu. oui. Mmh. Bah, dans la mythologie grecque, c'est, le dieu Hadès, le dieu des enfers, qui a un casque d'invisibilité et ça lui Exact. permet de Ouais. de visiter et de Mmh. voir à peu près ce qui se passe et de juger. Mmh. Ça de se Oui, nourrir un petit peu de exactement. la vie, alors je vous ai dit ça sans réfléchir, hein, je sais pas si mais Mais oui, mais oui. Et si votre métier était une valeur, laquelle serait-elle? peut-être la compassion? Oui, peut-être quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, il me semble que l'étymologie de compatir, c'est souffrir avec. Mmh. Je crois, je ne suis pas Mmh mh. sûre, à vérifier. Mmh. Bah, voilà, Oui. c'est quelque chose de ça. Alors, voilà, j'ai pas envie forcément de souffrir, mais accompagner l'autre dans sa souffrance, avoir de la compassion pour ce qu'il est dans sa singularité. Tout en vous protégeant vous. Exactement. Et je crois être assez armé pour pouvoir, justement, accueillir toute cette souffrance. Enfin, on l'est jamais, totalement, mais en tout cas, voilà, Ça se travaille. ça se travaille. C'est ça qu'on peut dire aux auditeurs et aux personnes qui souhaiteraient finalement, devenir psychologue aussi? Alors oui, selon moi. Après, il y a des collègues qui sont pas, si compatissants que ça, mais ils arrivent aussi à aider très bien leurs patients. Moi, c'est sur cet axe-là que je m'appuie, en tout cas. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose, une idée qui vous est venue, hem, un partage à faire? C'est quelque chose qui m'a longtemps habité, enfin, c'est vraiment cette question, alors je formule, le mot est un peu trivial, mais cette question de temporalité. En tout cas, faut travailler avec le temps, hein. Il y a rien de magique, les choses se font pas du jour au lendemain. Faut vraiment s'inscrire dans quelque chose, d'une continuité, et que le patient, il va vivre des hauts, il va vivre des bas, et il faut être présent, en fait, hein, et il faut s'inscrire sur du long terme, enfin, en tout cas, un terme peut-être pas bien choisi, mais c'est travailler et penser le temps. Est-ce qu'on peut dire que le but, c'est pas la destination, mais le chemin? Sûrement, oui. Enfin, moi, c'est en C'est tout une cas, paraphrase, ouais. de ce que Mmh. vous avez dit, mais Oui, oui, voilà. c'est-à-dire qu'on va cheminer ensemble, Mmh. hein, et ce chemin, il peut être très court comme il peut être très long, hein, mais que nous, on a ce devoir d'être disponible, en fait, hein, et c'est comme ça me rappelle un patient que j'ai accueilli qui devait avoir, 3-4 ans, et j'en parlais justement, tout à l'heure, et puis qui avait des troubles assez compliqués. Enfin, il était envahi par des monstres, en fait, et il en voyait partout, et c'était assez difficile parce qu'il était tellement effracté par ces monstres que, ça l'empêchait d'être dans une relation, avec le monde, enfin avec les autres. Il était tout le temps angoissé. Donc on a travaillé 1 an, 2 ans ensemble, enfin, on a et dans ce cadre-là, justement, je l'ai accompagné et il dessinait ces monstres, en fait. Donc il venait, et puis le fait de dessiner ces monstres, ça permettait les, de leur donner une forme,
et de leur donner un contenant sur une feuille. Et puis ensuite, ces monstres, on les prenait et on les mettait dans une boîte. Et très vite, finalement, il a réussi à s'en libérer. Enfin, il a eu d'autres troubles, mais en tout cas, il était plus envahi par ces monstres parce que ces monstres, ils étaient dans ma boîte. Et donc, je l'ai suivi pendant 2-3 ans. Puis après, ce patient est parti. Et, euh, et puis, il a grandi, il est arrivé dans l'adolescence. Et là, il a eu d'autres difficultés. Et donc, ça fait qu'il est revenu au CMP. Et je me rappellerai toujours, il est arrivé dans mon bureau. Et la première chose qu'il a demandé, c'est « Elle est où ma boîte à monstres ?» Et heureusement, je l'avais gardée. Ah oui. C'est-à-dire pendant plus de 10 ans, je l'ai gardé, en fait. Et puis je lui ai ressorti sa boîte, et puis il a re-regardé. Enfin, et ça montre bien, enfin, ce lien de continuité. Ça veut dire qu'elle était toujours là, cette boîte. Elle était toujours chez moi, en fait. Et que ça se travaille encore avec le temps. Si je l'avais pas eu, je sais pas comment ça se serait passé. Mais moi, je l'ai conservé. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, je savais que c'était important. Je pensais pas qu'il allait revenir, mais c'était important de la garder. Bah, écoutez, je suis assez contente parce que tout à l'heure, justement, je vous demandais, des exemples. Au début, c'était un petit peu difficile pour vous d'en trouver et on finit sur cet exemple, qui est beau et plein d'espoir et en tout cas, je vous remercie pour Bah, toutes merci à vous pour aussi. toutes ces réponses, d'avoir joué le jeu. Donc, merci David pour cet échange. Donc pour nos auditeurs, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, vous animez plusieurs formations pour nous sur la thématique des addictions, sur le compte également, le compte thérapeutique, les analyses de pratique. Et donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur Infor Santé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, excusez-moi. Et n'hésitez pas à nous suivre, Infor Santé et Parlons Psy, sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée et une très belle écoute.